de personnes qui parfois ont une grosse migraine ou sont, tu sais, t'as un virus, t'as un rhume où tu te sens épuisé ou quoi. Et souvent, ben, dans ces cas-là, on a tendance à se dire, bon, ben, je vais dormir, passer ma journée dans le canapé et de se remettre en mouvement, de faire un petit flow, ben, en fait, la douleur part ou elles se sentent beaucoup mieux ou elles retrouvent de l'énergie. Euh, donc c'est vraiment quand on part sur cette vision qu'on est bien plus qu'un corps de chair et d'os et on a aussi notre corps énergétique. Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie Podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Te voilà sur le point d'écouter une nouvelle entrevue à deux voix. J'ai eu le plaisir d'accueillir Élodie, que tu connais peut-être sous le nom d'Élodie Leclerc. Alors le dicton d'Élodie, à travers le mouvement, je guéris, je me découvre, je renais et je vis. Si c'est pas beau tout ça. Rien qu'avec cette brève phrase d'introduction, je pense que tu as compris pourquoi j'ai souhaité qu'elle soit mon invitée du jour. Élodie est guide spécialisée en libération émotionnelle par le mouvement et danseuse libre. C'est une passionnée par l'être humain, la vie, le yoga, la pleine conscience, les émotions, les énergies et surtout la danse. Pour moi, la danse a été une passion de toujours, un sport, une activité qui m'a permis, certes, de me construire un corps, me muscler peut-être, m'assouplir surtout, mais surtout de rayonner, de me libérer de complexes et de m'assumer en tant que femme. J'ai toujours ressenti que j'étais une toute autre personne, petite fille, adolescente puis femme, lorsque je danse. Bref, au programme du jour, nous allons parler d'intuition, de complexe, de libération, de découverte et surtout de danse. Mais juste avant de te laisser plonger dans cette entrevue tourbillonnante, comme tu le sais, j'aime mettre l'une d'entre vous à l'honneur, toi qui as peut-être pris le temps de me partager un commentaire ou me faire part d'une de tes réflexions à la suite de l'écoute d'un épisode. Alors le voici, le voilà, l'instant dédicace. Place à Manon, une jeune femme que j'ai eu le plaisir de rencontrer en consultation et qui m'a fait l'honneur de me partager ses ressentis post-accompagnement. Un grand merci, cette séance a vraiment été vecteur d'un déclic. Prendre soin de moi, de mon corps, le respecter, reprend tout son sens. J'ai d'ailleurs déjà mis en place quelques petits éléments que nous avions évoqués et je me sens déjà plus sereine face à mon approche avec l'alimentation, avec mon corps et un esprit plus tranquille. Eh bien merci énormément Manon pour votre confiance car j'ai également ressenti une vraie alchimie entre nous et c'est ça qui me plaît tant dans mes accompagnements. Et si toi aussi tu apprécies mon travail, mes accompagnements, ce podcast et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, je t'invite à le partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcast ou encore à me partager ton avis et peut-être une question que tu te poserais à l'issue de ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode disponible sur mon site internet hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Allez, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation tourbillonnante avec Élodie. Belle écoute. Bonjour Élodie. Bonjour Alexandra.
Alors, j'aime bien commencer mes épisodes comme ça en duo par poser une question qui est assez banale, mais prendre le temps de vraiment y penser, à savoir, peux-tu me dire comment tu vas maintenant, là, à l'instant T, et en toute transparence? Yes, déjà, merci à toi pour ton accueil. Ça me fait plaisir de partager ce moment avec toi. Eh bien, écoute, aujourd'hui, je me sens super bien. Je t'aurais pas dit ça il y a 2 jours, mais vraiment, là, je me sens super bien, super alignée. Voilà, dans des belles énergies et ça fait du bien, malgré la lourdeur hein, des énergies ambiantes. Mais là, moi, aujourd'hui, en tout cas, je me sens vraiment bien, en fait. Voilà. Ah bah, génial, bah, tu vas peut-être être ma thérapie du jour, parce que C'est ça. au contraire, je pense que j'ai peut-être récupéré tes énergies il y a 2 jours, mais là, je suis dans un creux de la vague. Bon, ça montre que les énergies sont évolutives et ça permet, ça que maintenant de te voir toi comme ça dans cette énergie-là, alors que moi, je suis plutôt peut-être dans les énergies un peu inverses. Bah, ça montre que voilà, ça change en fait. Et on traverse ces périodes-là et ça permet de mieux Oui. les accepter, de se dire, OK, bon, c'est pas le bon jour, tant pis, et c'est comme ça. Et demain, ce sera une autre énergie. Et la vie, c'est ça aussi, quoi. Des montagnes russes. Tu sais, je dis tout le temps que rien n'est permanent. Donc, on est en plein dedans là. On a un bel exemple à toutes les deux. Mm. En effet, rien n'est permanent. Puis bon, aujourd'hui, on est en pleine lune aussi. Donc, tu vois, il se passe plein de choses au niveau des énergies. Ah oui, c'est pour ça alors peut-être. Ouais, ça remue, ça remue. Mais oui, je sais pas, pour les personnes qui nous écoutent, c'est cette sensation de ces journées où tu fais rien et parce que tu fais rien, tu dis bah j'ai rien envie de rien faire et en même temps tu vois le temps qui passe et tu dis ah mais je voulais faire ça 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 puis en fait non j'ai pas l'envie pas le courage et en même temps factuellement quand tu reprends les choses quand tu observes autour de toi parce que du coup j'essaie de quand même d'avoir cette prise de recul je me dis mais en fait il y a rien qui ne enfin tout va bien en fait il y a rien qui ne il y a rien qui rien va pas quoi c'est tout va bien je veux dire tu vois il y a pas de raison et en même temps, j'aime bien dire à mes clientes aussi quand elles se sentent pas bien et des fois qu'elles culpabilisent de ne pas se sentir bien, bah non, on a aussi le droit de ne pas se sentir bien, même quand factuellement, au vu des autres, les choses se déroulent bien. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis, en effet, parce que je pense que parfois, il n'y a pas d'explication. Et tu sais, le corps, l'énergie, il se passe plein de choses tout le temps qui sont indépendantes de nous aussi. Et en effet, c'est intéressant aussi quand tu dis, et je pense qu'on est très conditionné dans notre société avec ce côté de toujours être dans la productivité, d'être dans le faire, d'être dans... Et quand on se dit, ben, j'ai envie de rien faire, mais qu'on le fait quand même, ben là, on ne s'écoute pas encore une fois. Et moi, j'ai vraiment expérimenté ces derniers mois quand j'ai envie de rien, mais d'aller vraiment écouter ça et de m'autoriser. Et du coup, il y a quelque chose qui se lâche, qui se libère. Donc, je prends du temps pour vraiment, tu sais, en fait, ma to-do list, ben, je la remets au lendemain. Et du coup, de m'autoriser ça, ça fait qu'en fait, le lendemain, ben, ça repart, quoi, tu vois. Mm. Il n'y a Ouais, pas cette résistance à l'énergie, en fait. ouais. C'est comme quand tu résistes à pleurer, aux pleurs, et quand au bout d'un moment tu résistes plus, et que ça vient comme ça d'un coup, sans imaginer que ça allait venir à ce moment-là, sans raison particulière. Et en fait, ça dure 3 minutes et après, tu te sens comme un bailliage qui s'est enlevé, quoi, qui t'allège, en fait. C'est fou. Donc, ça fait du bien aussi. Ouais, c'est clair. La magie de la libération des émotions. Bon, en tout cas, une belle entrée en matière. Merci beaucoup d'avoir accepté ton invitation. Je suis vraiment très contente de t'accueillir sur mon podcast. Et je suis certaine que, du coup, aussi, de manière très égoïste, ce moment avec toi va me faire beaucoup de bien aujourd'hui. Donc, j'espère que ce moment vous fera du bien également quand vous allez écouter notre enregistrement. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, pardon, est-ce que tu pourrais me dire et nous dire quel objet te représente le plus et pourquoi? Alors, je pense que tu vas rire. Quand j'ai pensé à cette question, je me suis dit, mais tiens, le premier truc qui m'est venu en tête, ça m'a paru un peu bizarre, c'était, tu sais, je sais plus comment on appelle, mais les fusées des feux d'artifice. Donc, je ne sais plus comment on appelle ça, mais vraiment, tu vois, parce que moi, j'ai l'air de foncer comme une flèche. Et donc, j'ai vu vraiment le feu d'artifice qui est parti avec toutes les couleurs. Où, en fait, moi, je dis toujours qu'on est rempli de nuances et qu'on n'est pas juste tout le temps lumineux. Et on a aussi des zones d'ombre et qu'on est vraiment toutes ces nuances à la fois. Donc, j'ai vraiment ça qui m'est venu. Et puis, finalement, bon, je vais quand même te dire le deuxième, mais j'ai vraiment le globe terrestre, en fait, parce que je suis une grande exploratrice, mais dans tous les sens du terme. Voilà, j'aime explorer la vie, j'aime explorer l'être humain.
le monde aussi, au niveau sur plus le plan terrestre et géographique. Mais voilà, je pense que je me formerai toute ma vie et j'adore explorer en fait. Donc voilà. Je suis pas très surprise de tes réponses, effectivement. En même temps, je trouve que, enfin, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu cette attirance pour t'accueillir sur le podcast, parce que ça me parle aussi tout à fait ce que tu viens de dire, notamment cette notion un peu de pétard là, explosif avec plein de paillettes de couleurs qui ressortent. Moi, j'aime bien dire pour les personnes qui m'ont déjà écouté qu'on est un diamant en fait, que nous sommes diamants et qu'en fonction de l'exposition à la lumière, en fait, on va avoir différentes facettes qui vont prendre différentes couleurs. Et donc, ces différentes expositions, ça va être les différents contextes de notre vie et qu'on est tellement aussi complexe et riche en tant qu'être humain qu'on a différentes facettes, différentes couleurs, différentes, peut-être même personnalités ou voilà, et que c'est compliqué des fois de se définir. Notamment quand on demande mais qui es-tu? C'est déjà des fois compliqué de se présenter parce qu'on est des fois beaucoup de choses en même temps. Enfin, on est beaucoup de choses. Donc c'est drôle cette Enfin, c'est une comparaison. belle image, hein, le diamant en tout cas. J'avais Mm. pas pensé. C'est très beau. Alors, bah, du coup, on va continuer un petit peu à te découvrir avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Est-ce que tu pourrais justement répondre à cette prochaine question qui est tellement compliquée souvent? Qui es-tu, Élodie? Quel est ton parcours un petit peu, peut-être de ton enfance ou des choses qui t'ont peut-être marqué et forgé jusqu'à maintenant? C'est une très bonne question. Oui. C'est vrai que moi, j'ai toujours du mal à définir, à mettre des étiquettes, tu vois. Je suis plein de choses à la fois, comme tu viens de dire aussi. Et donc, j'aime vraiment dire que je suis plus là en tant que, tu vois, là, j'ai vraiment enlevé le mot coach que je mettais avant que j'utilisais comme mot, parce que je préfère me dire que je suis une guide en fait, et un peu comme un phare, et je viens mettre en lumière tout simplement, mais avec beaucoup de, voilà, je trouve que ça résonne beaucoup plus. En même temps, je m'estime être une danseuse, être écrivaine, autrice, enfin, il y a plein de choses à la fois, mais clairement, s'il y a un mot qui doit revenir, je dirais, j'aime bien aussi dire, tu vois, amoureuse de la vie. Voilà, je suis vraiment une grande passionnée de la vie. Mais donc, si on reprend mon parcours depuis que je suis petite, alors il faut savoir que j'ai toujours été une grande rêveuse. Moi, j'ai toujours été un petit peu, tu sais, dans la lune, à toujours rêvasser, à toujours imaginer, à toujours créer. J'ai commencé la danse quand j'avais 5 ans. Donc, vraiment, ça a été... je me souviendrai toute ma vie, hein, de du premier spectacle que j'ai fait. La première fois que j'étais sur scène, ça a été genre une évidence. Ça a été vraiment une révélation. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Enfin, si, j'ai arrêté de danser quand même dans mon parcours pendant plusieurs années. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des problèmes de santé qui m'ont ramené à ça. Ça, j'expliquerai un peu plus après. Et donc voilà, j'ai eu un. En fait, je me suis toujours sentie assez différente. Tu vois, même, j'ai toujours été très sensible à tout sentir. Je ressentais toutes les émotions des autres, les énergies ambiantes, etc. Mais je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et je faisais tout pour finalement rester quand même dans le moule, rester dans la norme, etc. Donc, ce qui a été finalement très compliqué. Et voilà, et finalement, bref, j'ai étudié la danse, je voulais vraiment en faire mon métier. Et je ne me suis pas écoutée. Donc, quand j'étais adolescente, évidemment, hein, voilà, les peurs ont pris le dessus. Ça a été vraiment, ouais, j'ai vraiment mis tout ça de côté en fait pour finalement suivre un parcours assez traditionnel. Et donc, je me suis formée pour devenir institutrice primaire, donc, et enseigner pendant 7 ans. Et c'est à partir de là, tu vois, que mon corps est venu me dire, mais qu'est-ce que tu fous? Et où j'ai commencé à avoir des gros problèmes de santé qui finalement ont été le plus beau cadeau, je pense, de ma vie. Et vraiment, je peux le dire aujourd'hui, qui finalement, c'est à partir de là que j'ai vraiment exploré ce chemin de guérison. Et donc, voilà. Et donc, j'ai une approche finalement assez holistique. Je suis partie dans la nutrition, je suis partie dans vraiment le coaching, le développement personnel, pour revenir finalement à tout ce qui est en lien avec les émotions, l'énergie, le mouvement et la danse. Et pour venir là où j'en suis aujourd'hui finalement et combiner tout ça en fait. Et donc voilà, mais toutes ces expériences ont été très riches et ont fait que je suis là aujourd'hui, quoi. Donc voilà, pour résumer. Tu peux pas savoir à quel point tout ce que tu racontes, ça résonne tellement en moi. Franchement, ça m'émeut beaucoup parce que tu es un peu le reflet de ce que j'aimerais peut-être faire ou ce que, je sais pas, pas de par la manière, mais disons de comment tu as réussi à faire de ton rêve d'enfant une réalité maintenant. Moi, j'ai toujours été aussi une grande passionnée de danse et je pense que ce qui m'a sauvée quand j'étais petite. Euh,
J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de danse, du classique, du contemporain, du moderne pendant des années, avec beaucoup d'heures, etc. Et malgré le contexte étudiant qui était très, très chargé, etc. Et puis après, effectivement, des routes se sont un peu séparées. J'ai perdu un peu la danse. Ça m'a fait beaucoup de mal. Après, j'ai découvert d'autres pratiques dansées comme la pole dance aussi, qui était une belle découverte pour moi. Et puis maintenant, alors j'ai voulu aussi très longtemps voulu être professeure de danse ou danseuse professionnelle. Je voulais en faire mon métier, mais un peu comme toi, la réalité a repris le dessus avec notamment la notion d'insécurité financière dans le monde artistique, etc. Mais je le sens au plus profond de moi et je sentais que c'était vraiment ça qui me guidait puisque j'ai toujours dit, depuis toute petite, je me souviens, j'ai toujours dit, quand je suis en train de danser, je suis une autre Alexandra. C'est incroyable parce que même autant petite, je n'avais aucune conscience de la notion de développement personnel, d'émotion, etc. Et je me revois encore le dire. Alors que j'étais très pragmatique et j'étais très en même temps étudiante, hein, très studieuse, donc très carrée. Et pour autant, justement, sur scène ou sur un parquet de danse, j'étais métamorphosée en fait. Et je pense que je libérais tout ce que je contenais en moi qui peut-être était une facette. Encore une fois, je ne dis pas que je n'étais pas cette facette-là d'une personne studieuse, etc. Parce que comme je disais, on est diamant, donc on a différentes facettes. Mais peut-être que je laissais pas trop de place à cette facette-là et pas assez à d'autres types de facettes de ma personnalité. Et enfin bref, tout ça pour dire que d'ailleurs, voilà, j'ai pas transformé ce rêve-là. Aujourd'hui, j'ai repris la danse et j'en suis incroyablement heureuse. Et je sens à quel point, et je retrouve cette sensation même 20 ans plus tard, enfin 15 ans plus tard, je retrouve cette sensation de je ne suis pas pareille, je ne suis pas la même en fait. Je suis moi, mais en même temps quelqu'un d'autre. C'est très étrange comme sensation. Et en fait, ça fait énormément de bien. Et je me dis aujourd'hui, c'est de faire le deuil, de me dire, ben, c'est trop tard, on va dire, je ne pourrai jamais en faire ma profession, en faire mon élément principal de vie. Donc, j'essaie de me dire, ben, aujourd'hui, vis la danse comme des moments justement de libération, des moments dans ta semaine, par-ci, par-là, même si tu n'en fais pas ton activité principale. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense que je comprends tout à fait ce que tu dis et peut-être que les personnes qui nous écoutent vont aussi comprendre. Et en tout cas, je suis voilà, assez stupéfaite et en même temps, comment dire, ouais, respectueuse de comment tu as, toi, rattrapé ce rêve-là et comment tu as pu te le forger à ta manière, même sans forcément devenir une prof de danse ou une danseuse à l'opéra, etc. Mais tu as réussi à Ouais, transmettre c'est quand ça. même. Mm. Ouais, complètement. C'est vrai que des fois, tu vois, je me souviens, encore un an ou deux, j'étais là, oh là là, à chaque fois, tu vois, je suis beaucoup d'artistes, de danseurs sur les réseaux. J'adore aller voir des spectacles et tout. Et je me dis, mais c'est là où je veux être, en fait. C'est là où j'ai envie d'être sur scène. Et puis, en fait, je me suis dit, ben, en fait, bon, là, je vais avoir 32 ans. Et bon, physiquement, on n'a plus, hein, on n'a plus 20 ans, quoi. Et je me dis, ben, c'est OK. C'est pas, je pense que tout est parfait. Et c'est de confiance en la vie, tu vois, de me dire, ben, OK, c'est là où je suis aujourd'hui. Parce que là, dans l'approche que je propose, ben, il y a une toute autre dimension que juste artistique aussi. Il y a vraiment une dimension énergétique, de guérison, de libération. Et donc, finalement, c'est une combinaison de plein de choses. Et donc, tout est juste, en fait. Et donc, c'est un petit deuil à faire aussi, je crois, une acceptation, en tout cas. Et de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, comme toi, tu vois, de te dire, bah, en effet, aujourd'hui, je le fais pour moi, pour le plaisir, et c'est OK. Et je crois qu'on est toujours en train de se dire, ah, il faut que j'en fasse quelque chose, un projet pro ou quoi, et de se dire, bon, ben non, en fait, pour moi, c'est super aussi, quoi. Mais peut-être qu'on pense aussi comme ça parce qu'on donne peut-être beaucoup de place au projet professionnel dans notre vie. Et donc, on a l'impression que si on veut vivre plus quelque chose intensément, il faut forcément que ça devienne professionnel parce que par conséquent, ça prendra plus de place dans notre vie parce que le professionnel prend plus de place dans notre vie. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre quand je m'exprime, surtout aujourd'hui, mais disons que imaginons qu'on divisait notre journée en part égale pro-perso, par exemple, ou pro-perso et social, ces trois triptyques du tabouret, comme j'aime bien les appeler, et bien au final, même les choses personnelles pourraient rester personnelles parce qu'elles prendraient suffisamment de place dans notre vie. Ouais, complètement. Oui, ça résonne très fort, ce que tu dis. Oui, oui, complètement. Surtout quand on a notre propre projet entreprise, bah, c'est facile hein, de lui laisser beaucoup de place. Tout à fait. Et
du coup, tu me disais que tu avais approché les 32 ans. Tu es de quelle année, enfin, quelle date de naissance? Ben, c'est le 1er décembre 89. Ok, parce que là, plus on parle, enfin, je ne connaissais pas tout ça de toi, mais parce que moi, je suis du 27 décembre 89 et je vais avoir 32 ans aussi. Donc, c'est fou, je Ah, reconnais. j'adore. Voilà. J'adore. Bon, ben, tu vas féliciter. Voilà, ça, cette synchronicité, c'est assez fou. Enfin, bref. Bon, bref, j'ai arrêté de parler de moi. On va continuer sur toi. Donc, juste pour donner un petit peu de contexte, moi, je t'ai découverte il y a déjà plusieurs années maintenant, grâce à ton propre podcast. Et du coup, j'ai un petit peu assisté à travers et de manière lointaine et à travers ce podcast à ton évolution un petit peu personnelle et professionnelle parce que tu racontais aussi un petit peu tes différents voyages. Voilà, j'ai vu aussi tes évolutions en termes d'approche, coach, etc., nutrition. Et puis après, tu t'es un petit peu réorienté. Et donc, comme tu le disais, aujourd'hui, tu te présentes plus comme étant une guide spécialisée en libération émotionnelle par notamment le mouvement et la danseuse et la danse, et donc de manière une danse libre, comme tu le dis. Et donc, tu es fondatrice de la méthode Flow Energy et Bloom Dance. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Incroyable. Donc, si j'ai fait de bonnes petites recherches, tu l'as aussi dit, tu as vécu certains troubles de santé comme la dysbiose intestinale, des troubles hormonaux, digestifs, fatigue chronique, voilà, et j'en passe. Tu vas plus peut-être être à même de nous en parler. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment se sont manifestés ces différents troubles de santé, par quoi tu es vraiment passé, un peu toutes tes petites étapes et ton cheminement? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est vrai que ça a été, enfin, voilà, on m'a diagnostiqué tellement de choses. En fait, si tu veux, ça a commencé, attendez, mais je crois que c'était en 2013. Moi et les dates, je crois que c'était en 2013, ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, je suis revenue d'un voyage en Martinique. Et en plus de ça, en même temps, en fait, j'ai changé de pilule contraceptive et ça a tout déréglé dans mon corps. Alors, quelle est la cause principale et la source? Bon, on ne saura jamais vraiment, mais c'est pas grave, parce qu'après, maintenant, je sais d'où tout ça vient. Et en gros, c'est vrai qu'au début, j'ai eu, en fait, j'ai perdu énormément de poids alors que j'étais déjà très mince à l'époque. Je digérais plus rien. J'étais en inflammation chronique, en fait, j'étais épuisée, j'arrivais presque plus à marcher même, c'était vraiment, très compliqué. Et en fait, au début, si tu veux, les médecins, ils m'ont dit, qu'il y avait rien, que c'était dans ma tête, que c'était mon boulot qui me stressait, enfin. Et moi, j'ai senti, j'étais pas encore autant connectée à mon intuition, à mon corps qu'aujourd'hui, mais je sentais déjà que cette pilule, en fait, je voulais plus en entendre parler, quoi. Donc j'ai complètement arrêté. Et ça a été la dégringolade de tous mes systèmes, quoi. Le système nerveux, le système, comment dire, digestif, enfin tout s'est déréglé, le système hormonal. Et j'ai vraiment eu des symptômes. Je me suis retrouvée quand même plusieurs fois aux urgences. Et en fait, personne ne comprenait ce que j'avais, quoi. Parce que les prises de sang traditionnelles, si tu veux, ne montraient rien. Et donc, moi, évidemment, quand on me disait ça, je me disais, mais non. Enfin, je veux dire, je sais qu'il y a quelque chose qui fonctionne, qui déraille dans mon corps. Et donc, j'ai été plus loin. Je me suis tournée vers la naturopathie. Et donc, c'est là aussi on a découvert qu'il y avait une candidose, mais après, ce n'était pas suffisant. Donc, on a été plus loin. Alors, la naturopathe était persuadée que j'avais la maladie de Lyme. Donc, du coup, j'ai fait des tests. Et en fait, si tu veux, j'ai fait des tests en Belgique qui étaient négatifs. Puis elle m'a dit, mais les tests belges sont faussés, donc il faut faire un test en Allemagne. Donc j'ai fait un test en Allemagne et là c'était positif. Et donc j'étais là, oui, mais bon, enfin, du coup c'était un peu perturbant. J'ai eu des traitements pour la maladie de Lyme, mais en fait je voyais pas vraiment de. Alors ça allait mieux de par le changement d'alimentation, donc dans le gluten, le lactose, le sucre raffiné, etc. Donc ça j'ai quand même vu des bienfaits, mais ça allait toujours pas, quoi. Et donc, bref, je te passe ces détails. J'ai fait plein d'examens, plein de thérapies. J'ai commencé à explorer l'acupuncture, à explorer plein d'autres méthodes alternatives. Et à chaque fois, on me disait que mon foie était surchargé, que mon foie était fatigué, que la digestion, ça allait pas. Enfin, voilà, mais on n'arrivait pas vraiment à mettre le doigt dessus. Et j'ai quand même été en aménorrhée pendant 2 ans et demi. Donc, j'ai pas eu mes règles pendant 2 ans et demi. Et donc, là aussi, il y avait un problème, clairement. De toute façon, on sait que le corps, il vient se mettre en sécurité à partir du moment où il y a tous des déséquilibres. Et comme le système reproductif n'est pas sa priorité, il préfère mettre son énergie ailleurs. Et donc, bref, voilà. Et puis finalement, j'ai réussi, enfin, j'ai eu le retour de mes règles. Et avec une thérapeute, elle m'a parlé des métaux lourds.
Et là, on a fait des tests et en effet, on a vu que j'étais intoxiquée aux métaux, dont l'aluminium, dont le mercure et je ne sais plus lequel, le barium, je pense. Et là, en fait, j'ai continué les recherches, puis j'ai rencontré d'autres thérapeutes. Je te passe les détails parce que c'est très long, je pourrais faire une conférence de 10 heures là-dessus. Mais bref, après, on a vu qu'il y avait... en fait, j'étais complètement parasitée au niveau de l'intestin, au niveau du corps. Il y avait vraiment une parasitose qui était assez importante et l'Epstein-Barr virus qui était présent. D'où l'hypothyroïdie qui est assez légère chez moi, mais qui est quand même présente. Et donc voilà, ça a été un peu un parcours. Moi, je suis quelqu'un qui aime comprendre les choses, même si je suis très spirituelle, très connectée, je suis aussi très terre à terre. Et j'avais besoin de trouver des réponses. Et donc finalement, est-ce que j'ai chopé ces parasites en Martinique et que voilà, ça on ne saura vraiment jamais. Mais en tout cas, la pilule contraceptive a clairement déséquilibré toute ma flore intestinale. Et donc voilà, ça a été, je pense, une accumulation de plein de choses, plus cette hypersensibilité que j'ai qui fait que, en fait, j'ai du mal j'absorbe énormément de choses, que ce soit au niveau des toxines, je veux dire, biologiques, mais aussi énergétiques. Et donc voilà, c'est tout ça, si tu veux, qui a été mis en lumière. Et donc après, voilà, j'ai exploré plein de thérapies et c'est par la libération des émotions, parce qu'on parlait tout à l'heure des facettes. Et tu sais, c'est marrant parce que quand je me vois danser des vieilles vidéos de moi quand j'étais ado, j'étais hyper rigide, quoi. J'étais hyper académique, rigide, tu vois, j'étais très exigeante avec moi-même. Ah ouais, ouais, c'était un truc de fou. Et donc, je libérais enfin, en fait, toutes les émotions que j'absorbais, finalement, je les exprimais jamais. La colère, moi, j'étais une vitrine, tu sais, la vitrine du bonheur, quoi. À toujours devoir être la bonne personne, la bonne élève, etc. Et donc voilà, ça a été tout un parcours comme ça où finalement j'ai appris à libérer les émotions et j'ai travaillé sur le plan énergétique où j'ai vu que tous les piliers finalement étaient importants, autant la nutrition que les émotions, que le reste. Donc voilà un petit peu pour résumer le parcours. Et aujourd'hui, évidemment, ça va beaucoup mieux. Clairement, j'ai retrouvé quand même pas mal d'énergie et autres. Après, je sais que les chamavirus se réactivent de temps en temps. Donc ça, je le vois directement si j'ai une émotion trop forte, si j'ai mal mangé, si j'ai fait un voyage avec un décalage horaire ou un trop long voyage ou quoi. Et il y a encore voilà, je suis encore en déparasitage. Mais sinon, le reste, voilà, ça va quand même. Enfin, c'est le jour et la nuit avec il y a encore quelques années, quoi. En tout cas, je trouve que ce que ton discours illustre, c'est le fait que bon, c'est bien il faut comprendre hein, d'où les causes racines des choses et je veux pas dire le contraire puisque c'est l'approche que j'ai en tant que naturopathe. Par contre, ce qui est très important, c'est surtout ce que tu as fait, c'est-à-dire essayer de comprendre, toi en tant que aussi cliente et consultante, c'est pas laisser tout le pouvoir au thérapeute ou au praticien, c'est toi vouloir comprendre les choses et cette persévérance que tu as eue dans tout le déroulage de la bobine parce que finalement, on pourrait s'arrêter des fois à une cause, mais il y a souvent plein de choses qui ont engendré qui ont eu des impacts en fait. Et le fait de bien dérouler la bobine, ça permet derrière de mettre plus de chance de son côté pour essayer de retrouver un certain équilibre en tout cas. Donc, moi, je sais que, enfin, je pense qu'une question que les personnes pourraient se poser quand quand tu as parlé notamment de métaux lourds et de déparasitage, je pense que c'est des choses peut-être que l'on entend moins souvent. Quand on parle de naturopathie, on parle beaucoup de détox du foie, justement d'émonctoires surchargés, etc., de flore déséquilibrée, ça, on en parle souvent. Par contre, la notion de métaux lourds et de parasites, ça, on entend un petit peu moins parler. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel a été toi ton processus pour découvrir cette intoxication aux métaux lourds concrètement et puis ensuite, quelle est derrière ta démarche de déparasitage? Oui, complètement. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. C'est pour ça que moi, j'ai fait des vidéos sur YouTube, tu vois, pour en parler, parce qu'en fait, enfin, moi, j'ai accompagné plein de personnes, tu sais, aussi en nutrition, avec des gros troubles digestifs qui tournent en rond depuis des années et des années, et où, en fait, ça ne suffit malheureusement pas de modifier l'alimentation et d'avoir quelques compléments alimentaires, parce que tant qu'il y a la présence de ces parasites et de ces métaux lourds, voilà. Et c'est très, très, tu vois, j'ai le mot en anglais touchy, mais très sensible aussi de travailler sur ce terrain-là parce que, en effet, si on a les émonctoires qui sont déjà encombrés, s'ils ne fonctionnent pas bien, s'ils n'éliminent pas bien et qu'on va faire une chélation des métaux lourds donc pour les éliminer, en fait, on peut se réintoxiquer aussi. Donc, c'est très, très complexe. Moi, d'ailleurs, je ne touche plus aux métaux lourds là pour le moment parce que je sais que c'est trop fort. Et je préfère remonter mon énergie vitale en fait avant de refaire des protocoles.
Et en fait, si tu veux, moi, j'ai fait un premier test qui était une prise de sang, mais en fait, ça, c'était pas, comment dire, probant parce qu'en fait, si on n'est pas enfin, les métaux, ils vont vraiment s'incruster dans le cerveau, dans la moelle, dans les cellules, dans. Tu as dit peu surtout. Ouais, voilà, tout à fait. Et donc, finalement, j'ai fait. Alors, enfin, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, maintenant, les thérapeutes avec qui je travaille, ils font les tests de cheveux dans un laboratoire en Allemagne. Mais sinon, moi, j'ai fait un test de provocation. Donc, j'ai pris du DMPS avec un médecin qui est spécialisé ici en Belgique là-dedans et suivi d'un test urinaire. Et donc là, en fait, comme les métaux sont mobilisés par le DMPS, qui est un agent, c'est chimique, hein, et bien après, les métaux sont relargués dans les urines. Et donc, c'est là qu'on a pu finalement voir vraiment les différents taux de métaux lourds. Donc ça a été la première chose. Après, j'ai fait la thérapie Dundee Cutler, je me souviens, pendant 1 an et demi. Même la nuit, je devais prendre des compléments. Enfin, c'était très lourd et très intense. Et après, je suis partie sur du nanoséolite, des choses un peu plus, comment dire, enfin, légères. J'ai pas envie de dire légères parce que faut faire ça très en douceur aussi et vraiment être accompagné. Et puis finalement, je me suis dit, oui, enfin, comme j'ai étudié le sujet et que j'ai des amis qui sont là-dedans aussi, enfin, on a beaucoup échangé, etc. J'ai été vraiment questionnée sur le terrain en fait des professionnels. Et je me suis dit, oui, mais on m'a parlé des parasites. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. En plus, moi, j'ai une phobie, tu t'imagines pas, j'ai une phobie des vers, des asticots. Donc, quand on me parlait de parasites, j'étais là, non, non, non. Et donc là, ce qui est très complexe avec les parasites, et d'ailleurs, tu sais, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, et je me souviens, j'ai eu plein de commentaires horribles sur cette vidéo parce que les gens disent, mais c'est n'importe quoi. Et c'était fou parce qu'on vermifuge nos animaux tous les ans, mais l'être humain, il n'y a pas de souci, lui, il n'a pas de parasites, quoi. Donc, c'est assez hallucinant. Et pourtant, c'est facile. Il ne faut plus partir maintenant dans des pays lointains pour être parasité. Je veux dire, on est en contact de ça assez facilement. Et c'est très complexe, en fait, de diagnostiquer les parasites aussi parce qu'on ne va pas les voir tout le temps dans les selles. Il faudrait limite faire une semaine d'analyse quotidienne pour pouvoir tomber dessus ou pour pouvoir... Donc, c'est vraiment complexe, quoi, parce qu'il se cache dans les biofilms. Enfin, il y a plein de choses comme ça aussi. Et donc voilà. Donc, moi, en fait, ça a vraiment été sur les symptômes que j'ai. On a vraiment travaillé sur vraiment toute la sphère des symptômes que j'avais. Et en fait, ça paraissait une évidence, surtout en travaillant ensuite sur la sphère énergétique et symbolique, si tu veux, parce que moi, je travaille beaucoup sur la symbolique des maladies et des symptômes. Et en fait, le parasitage, au sens large du terme, c'est l'histoire de ma vie, quoi. Tu vois, de me laisser parasiter par les autres, de me laisser envahir par les autres, de ne pas poser mes limites. Et donc, ça a été un apprentissage absolument incroyable. C'est cette dernière année, là où j'ai vraiment travaillé en profondeur tout ça, de poser mes limites et de déparasiter aussi, tu vois, dans la symbolique. Et alors, au niveau du déparasitage, là, par contre, il faut faire très attention aussi. Il faut vraiment, et ça, je le dis toujours et je le dis aussi ici, se faire accompagner. Je ne sais pas si toi, tu proposes ça, mais en tout cas, parce que faire ça seul, ça peut être dangereux aussi, dans le sens où quand on tue les parasites, ils relâchent aussi beaucoup de toxines et ça crée des neurotoxines, etc. Et donc, moi, je sais que j'ai été dans des dosages un peu trop forts et ça m'a pas mis bien, quoi. Donc, il faut vraiment être très, très suivi et faire ça très en douceur. Très, très en douceur. Et pas faire ça dans des phases où on a beaucoup de boulot, où on est fatigué, mais vraiment prendre le temps. Donc voilà, et alors il y a tout le soutien aussi des émonctoires, la reminéralisation aussi qui est super importante. Ça, c'est vraiment la base. Donc voilà, on voit que c'est encore une fois une approche holistique et il faut vraiment être bien encadré, quoi. Donc moi, je suis toujours en processus, mais tu vois, par exemple, pour le moment, là, j'ai rendu mon manuscrit là, ce matin pour mon livre qui sort au mois de mars et je savais que pour le moment, c'était pas possible pour moi de consacrer suffisamment de temps à mes protocoles. Et donc là, ça fait plusieurs mois que j'ai plus rien fait et c'est OK, tu vois. Et je reprends, j'essaie vraiment d'écouter le corps et de faire ça vraiment très en douceur. Et je pense que c'est un chemin. Et souvent, quand on a des problèmes de santé, on a envie de guérir tout de suite et de trouver le remède miracle. Et moi, je suis passée par là, tu vois. Donc vraiment, je prenais un remède et après 2 semaines, si j'avais pas d'effet, je mettais à la poubelle et je trouve autre chose. Et je passais comme ça d'un remède à l'autre, d'une thérapie à l'autre. Et jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, c'est un processus, c'est une marche, c'est un chemin, en fait, la guérison. Donc voilà. Absolument. Et comme tu l'as dit, effectivement, il faut faire ça avec attention et idéalement être accompagné si c'est nécessaire. Parce que tout comme la simple détox, entre guillemets, ce que je dis simple détox parce que c'est un mot qui est assez galvaudé, donc on pense que c'est très simple,
Mais faire des choses comme ça, des protocoles comme ça qui sont peut-être nécessaires dans certains cas, mais sur des terrains qui sont dévitalisés, en manque de vitalité, un, ça n'aura pas les effets escomptés, et deux, ça va encore plus épuiser le corps. Donc, il faut faire attention, il y a différentes étapes, effectivement, comme tu le mentionnais. Donc voilà, ça, c'est important, je pense, de le garder en tête. Mais en tout cas, merci d'avoir précisé, je pense, ces notions-là qui sont encore assez méconnues. Ça fait plaisir. Alors du coup, je te propose que l'on revienne à cette notion un petit peu de danse, si on parlait un petit peu de danse. Euh, alors, voilà, comme je l'ai dit, moi, je suis aussi une grosse passionnée de danse et comme je l'ai dit également, j'ai l'impression vraiment d'être un peu transformée et transcendée quand je commence à danser. Alors que je suis une femme plutôt discrète, complexée aussi, comme beaucoup de femmes, à vouloir me faire toujours la plus petite possible. Quand je suis sur scène, limite, j'ai envie de prendre toute la place. Je pense ce côté un peu voilà, égocentrique, je ne sais pas. Bref, je sens que voilà, je suis complètement différente, pardon. Et donc, quand j'ai vu que tu utilisais, entre guillemets, la danse comme un outil de libération émotionnelle, je trouve que ça a fait tout de suite écho en moi. Et là, c'est là où j'ai compris. J'ai dit, ah mais oui, carrément, ça fait sens en fait. Ça fait complètement sens. Du coup, j'aurais voulu savoir d'où te vient en fait ce concept d'avoir intégré la danse comme un outil de libération émotionnelle. Yes. Alors, en fait, c'est pour la petite anecdote. Donc, moi, je me suis formée à la méthode vibratoire par impulsion, donc qui est la MVI, qui est une méthode de soins énergétiques, tout simplement. C'était il y a 2 ans maintenant, si je ne me trompe pas, un peu plus de 2 ans. Et en fait, cette méthode, donc, qui a été créée par Dylan de Cheny, en fait, déjà là, il y a une sorte de... Moi, j'ai l'impression que je dansais autour du corps de la personne, en fait. Ouais. Et donc voilà, il y avait vraiment déjà cette notion. Et en fait, j'avais recommencé le yoga pour me remettre en mouvement malgré la fatigue et les douleurs. Mais le yoga, enfin, j'aime certaines sortes de yoga, mais pour moi, c'est un peu trop. Enfin, à chaque fois, je voyais que je commençais à onduler, tu sais, à bouger mon corps, à mettre de la danse dans les cours de yoga. Enfin, et en fait, tout ça a fait que bon, j'ai découvert aussi toute cette libération des émotions en fait par les énergies et par la mise en mouvement de l'énergie, puisque de toute façon l'émotion c'est une énergie en mouvement. Et en prenant conscience de tout ça, en expérimentant, j'ai commencé à vraiment me rendre compte que quand je vivais des émotions très fortes, etc., et que je me mettais en mouvement, ça m'aidait vraiment à libérer, en fait. J'arrivais vraiment à... Je sentais comme si mon énergie se nettoyait, se libérait, etc. Et ensuite, il y a eu le premier confinement, en fait, où là, j'étais chez moi, enfermée toute seule dans mon 45 mètres carrés à l'époque, où j'habitais dans le sud de la France. Et en fait, je pratiquais tous les jours, quoi. Je dansais, je faisais du yoga et je me rendais compte, avec toutes les émotions qu'on traversait en plus à ce moment-là, que ça me faisait un bien fou, en fait. Je me sentais libérée à chaque fois et je me disais, mais c'est incroyable, c'est magique, c'est puissant. Et puis, je me suis dit, mais il y a un truc, j'avais envie de partager ça en fait avec le reste voilà, du monde, avec ma communauté et tout ça. Et je me suis dit, bon, il y a un truc à faire là derrière. Puis j'en ai parlé avec Dylan, qui était mon formateur, et il me dit, mais en fait, tu te rends pas compte que la danse, c'est une libération, enfin, c'est une méthode de libération émotionnelle, quoi. Et là, j'ai vraiment eu une révélation et je me suis dit, non, mais en fait, c'est tellement puissant qu'il y a quelque chose à créer avec ça, quoi. Et donc, j'ai d'abord créé Bloom Dance, donc, qui a été la première méthode que j'ai créée en danse libre. Vraiment, là, l'idée, c'était vraiment de complètement laisser faire le corps, que j'ai connecté aux 4 éléments. Donc, je travaille beaucoup avec les éléments, avec la nature, etc. Et donc de voir qu'en fait, en laissant faire le corps, parce que comme tu disais tout à l'heure, ça ne m'étonne pas ce que tu dis quand tu as l'impression d'être pleinement toi-même et de vraiment rayonner finalement quand tu danses, parce que on est tous différents et il y a des personnes qui ont du mal à exprimer les choses par la voix ou par un autre canal. Et le corps peut être un magnifique moyen d'expression en fait et de libération. Et donc voilà, ça a été la première chose. Et après, je me suis dit, tiens, ma manière de pratiquer le yoga, finalement, ça s'apparentait de plus en plus à de la danse, à du mouvement, etc. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à me dire. Et puis c'est surtout aussi, j'ai eu, comme j'avais pas mal de clientes qui avaient la fibromyalgie, la fatigue chronique, de la sclérose en plaques, etc. Je me suis dit, mais c'est génial parce que j'avais vraiment envie de montrer, enfin de partager des outils qui permettent à tout le monde de se remettre en mouvement.
et pas juste, bon, ben, en fait, quand on est épuisé, on peut pas aller suivre un cours de danse, tu sais, dans une académie ou dans une école. C'est quand même très complexe. Et là, de voir vraiment les bienfaits du mouvement, juste en remettant en mobilité le corps déjà, en refaisant circuler l'énergie, de voir à quel point ça fait un bien fou, en fait. Et donc voilà, c'est comme ça que petit à petit, j'ai construit les méthodes et que finalement, j'ai beaucoup, beaucoup expérimenté par moi-même avant de pouvoir le partager aussi. Et ça m'a vraiment beaucoup libérée sur tellement de plans. Et on peut juste voir dans mon énergie mes anciennes vidéos sur YouTube où j'étais complètement éteinte. Et donc voilà, ça a vraiment été comme ça que ça a commencé, on va dire. Mmh. Ça fait vraiment écho en moi ce que tu dis sur la notion de libération émotionnelle. Il y a des personnes, tu le dis, c'est compliqué de passer par la voix. Elles ont besoin de passer par le corps. Et je pense que je suis l'une de ces personnes-là. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'auprès de mes clientes, souvent, on parle de journal de gratitude, d'écriture, en fait, de journaling. Et je sens que des fois, il y a des personnes qui ne sont pas réceptives à ça. Parce qu'effectivement, écrire, ce n'est pas leur truc. Alors, des fois, je leur dis, vous pouvez aussi parler toute seule et par la voix, ça peut aussi fonctionner. Et puis, il y a d'autres personnes, je sens, en fait, je leur dis, mais en fait, juste bouger. Bouger, pensez pas à bouger pour faire du sport, juste bouger pour vous libérer, tout simplement. Et c'est clairement un outil, comme on pourrait considérer le journaling, etc., comme des outils de libération. La danse, pour moi, c'en est un totalement, en fait. Ou le sport, de manière générale, pour aussi d'autres personnes qui ne pratiquent pas la danse, mais c'est clairement un outil très, très puissant. Ah ouais, complètement. Comme tu dis, hein, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient, évidemment, mais c'est clair que, de toute façon, c'est ça, hein, dès qu'on se sent, dès qu'il y a un nœud quelque part dans le corps, c'est de toute façon de l'énergie qui stagne, qui est bloquée, qui est cristallisée. Donc, de remettre en mouvement, et on n'est pas obligé, parce qu'on est conditionné aussi tu sais, il faut faire du sport, du crossfit, il faut aller en salle, il faut courir un marathon, enfin, j'exagère, mais non, en fait, on peut le faire de manière très douce et ça peut être très puissant. Mmh. Et alors justement, tu as parlé du fait que tu avais des clientes qui étaient atteintes de certaines maladies, comme la fibromyalgie. Et est-ce que tu peux nous raconter une expérience peut-être de clientes qui atteintes de cette maladie? Quelle transformation, qu'est-ce qu'elles ont vécu peut-être grâce justement à l'un de tes programmes, grâce à la danse? Qu'est-ce que ça leur a apporté concrètement? Alors, je me souviens d'une cliente québécoise d'ailleurs qui en effet avait la fibromyalgie et en pratiquant vraiment tous les matins, même avant de se lever du lit, dans le programme Flow en fait, qui est la boîte à outils vraiment de la méthode Flow Énergie, je propose des petits mouvements, des petites sessions de mobilité, même dans le lit, avant de sortir du lit, tu sais, le matin. Et juste en pratiquant ça tous les jours, elle a vraiment vu ses douleurs étaient moins importantes en fait. Ça a atténué vraiment ses douleurs. Donc, il y a cet exemple-là. Enfin, j'ai reçu pas mal de témoignages aussi, hein, vraiment de personnes qui parfois ont une grosse migraine ou t'as un virus, t'as un rhume où tu te sens épuisé ou quoi. Et souvent, dans ces cas-là, on a tendance à se dire, bon, je vais dormir, passer ma journée dans le canapé. Et de se remettre en mouvement, de faire un petit flow, en fait, la douleur part, ou elles se sentent beaucoup mieux, ou elles retrouvent de l'énergie. Donc, c'est vraiment quand on part sur cette vision qu'on est bien plus qu'un corps de chair et d'os et on a aussi notre corps énergétique, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi. Et on peut vraiment prendre soin de ça aussi, de son énergie, parce qu'on parle souvent de prendre soin de son corps, mais je pense que c'est important de divulguer ce message, de prendre soin de son énergie. Et c'est pas que ça. Encore une fois, moi, je prêche pas que pour ma chapelle, entre guillemets. Je ne vais pas dire que la danse va sauver tout le monde, hein, loin de là. C'est tous ces piliers ensemble qui vont faire que on va pouvoir vraiment améliorer aussi son état, son énergie et son état d'être, quoi. Et encore une fois, la danse ne pourra pas forcément convenir à tout le monde, mais en tout cas, je pense que ça peut convenir à certaines personnes peut-être qui nous écoutent et qui n'auraient jamais vu la danse comme un outil, parce qu'on voit surtout la danse comme un art, peu comme un sport, même si c'est très physique, mais encore moins comme un outil de libération émotionnelle. Et du coup, comme les émotions, c'est quand même aussi un pilier de l'hygiène de vie en naturopathie, c'est super important. Et du coup, c'est pour ça que je te remercie une nouvelle fois d'avoir accepté ton invitation, parce que c'est la première fois que j'aborde ce type de sujet dans le podcast. Donc, je pense que c'est super intéressant. Et pour toutes les personnes, j'en suis sûre qu'il y en a qui sont en train de se dire « Oui, mais enfin, moi, je ne sais pas danser, je suis nulle, comment je peux faire ?»
Est-ce que tu as quelques petites astuces, conseils à ces personnes-là pour qu'elles commencent à s'y mettre si ça les titille quand même? Yes, avec plaisir. Mais oui, complètement. Et je voulais juste faire une petite parenthèse avant de répondre à ta question. Faut pas oublier que dans notre société actuelle, là, aujourd'hui, la danse n'a quasiment plus sa place à part danser en discothèque. Bon, j'exagère encore un peu, mais tu vois, c'est un peu cette vision-là. Tandis qu'avant, quand même, en fait, on dansait tout le temps. Enfin, je veux dire, on célébrait. Tu vois, on ritualisait, on dansait quand même beaucoup plus. C'était quand même beaucoup plus intégré dans nos cultures. Maintenant, il y a des cultures où ça l'est encore. Mais chez nous, c'est vrai que ça a vraiment disparu, quoi. Parce qu'il y a cette peur, encore une fois, du jugement, du regard de l'autre, finalement, de plus de l'image que je vais projeter, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes et donc je vais répondre à ta question, qui ont très envie, qui meurent d'envie de bouger leur corps, de se mettre en mouvement et qui se disent, mais je ne sais pas danser. Et là, moi, j'ai juste envie de dire, on s'en fout. Parce que vraiment, l'idée n'est pas que ce soit beau. Moi, c'est vraiment le message que j'essaie de véhiculer au maximum. C'est pas l'objet. On n'est pas là pour devenir des danseurs étoiles. On est juste là pour laisser faire le corps, profiter, prendre du plaisir, se libérer. Et donc, l'idée, c'est vraiment de commencer. Moi, je conseille toujours de commencer par du mouvement libre, tout seul chez soi. Ça peut être, voilà, si vraiment c'est compliqué. Et il y en a même, ça, c'est compliqué. Du coup, là, je propose soit, il y a plusieurs petites astuces, soit on se bande les yeux, donc ça paraît complètement fou, mais il y a des Exactement gens ce que j'avais en tête, voilà. justement. Ouais, ouais, tu vois, donc c'est vraiment se bander les yeux et se dire, bon, ben en fait, ça permet vraiment en plus de rentrer très à l'intérieur du corps. Ça, c'est une première petite astuce. Une autre astuce que je donne souvent aussi, c'est de danser avec le foulard, de prendre un foulard ou un voile ou quoi, et de danser avec. Parce que le fait d'avoir un élément en plus, un accessoire, eh bien, souvent, c'est un peu bizarre, mais on se sent un peu moins seul. Et il y a l'objet, en fait, enfin, ici, dans ce cas-ci, le foulard nous accompagne, en fait, vraiment dans le mouvement. Donc ça peut aider aussi. Et donc voilà, et en fait, comme tout, plus on va pratiquer, enfin moi j'ai eu plein de personnes qui suivent les sessions et tout ça, qui au début étaient complètement coincées, qui n'osaient pas, je me souviens dans les cours en ligne sur Zoom, qui coupaient la caméra, et maintenant elles sont complètement libérées, et parce que voilà, c'est aussi de se dire, faut pas que ce soit beau ou parfait ou bien fait. Pour moi, il n'y a rien à réussir. Il y a juste à laisser faire le corps, à complètement laisser faire le mouvement, quoi. Après, c'est compliqué de s'auto-convaincre, de se dire il ne faut pas que ce soit beau, parce qu'en fait, l'être humain, il est en perpétuel dans le jugement. Donc forcément, on est toujours en train de se juger ou de se comparer. Donc ça s'apprend aussi. Hein. Justement, je trouve, moi, et c'est ça aussi que ça m'a apporté, c'est que la danse ou les pratiques dansées, parce que la pole dance, ça a été également pour moi un révélateur. C'est un merveilleux outil d'acceptation de son corps. Et on y viendra peut-être juste après, justement. Mais souvent, en tant que femme, on est souvent très complexée. Moi, je sais que j'ai eu un passif d'anorexie mentale, de troubles du comportement alimentaire, avec beaucoup d'aménorrhée également. Je ne vais pas refaire mon passé parce que les personnes qui m'écoutent de manière fidèle, elles vont en avoir marre que je radote à chaque fois. Mais en tout cas, j'ai toujours eu un rapport très, 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 très conflictuel avec mon corps. Et la danse, je pense que c'est ça aussi qui m'a sauvée. Quand je disais tout à l'heure, la danse m'a sauvée quand j'étais plus jeune. C'était pour moi vraiment un outil de libération, mais aussi ce qui m'a permis d'accepter mon corps enfant, ado et ensuite adulte aussi grâce à la pole dance, justement, parce que la pole dance, c'est quand même très exigeant physiquement et ça demande en plus derrière de se mettre à nu aussi de manière très concrète pour pouvoir adhérer à la barre. Et donc là, on n'a pas de choix que d'accepter son corps, enfin de se regarder en fait. Et ça peut faire peur, mais derrière, franchement, ça a été une révélation pour moi et ça a été aussi une énorme révélation pour beaucoup de femmes qui pratiquaient à mes côtés, avec des morphologies vraiment diverses et variées. Et ça a aussi beaucoup fait... ça donne beaucoup de confiance en fait et beaucoup de femmes qui disaient je ne sais pas danser, je ne suis pas gracieuse, je n'ai pas de grâce, je ne suis pas souple, je n'ai pas de force pour la pole, mais en fait, quand on s'y met, c'est comme ça qu'on acquiert en fait ses compétences, ses capacités, on va dire. Et en fait, on les avait déjà en nous, c'est juste qu'on ne croyait pas en nous. Et quand on se rend compte qu'on peut le faire, en fait, c'est incroyable la magie qui s'opère en fait.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis je pense que c'est vraiment, en effet, comme tu dis, c'est un choix, encore une fois, une décision on a vraiment ce pouvoir créateur aussi de se dire, bon, ben, est-ce que je continue à me raconter ces histoires? C'est aussi à un moment donné, il y a toutes ces histoires qu'on se raconte sur soi, hein, c'est assez ouf, toutes les étiquettes qu'on se met, comme tu viens de dire, je suis comme ci, je suis trop comme ça. Et c'est vraiment à un moment donné de se dire, bon, ben, en fait, je reviens dans cette responsabilité, dans ce pouvoir, dans cette création, dans cette capacité de choisir et de décider. Et en fait, ben, on a tous ce choix, hein, mais de se dire, bon, ben, j'arrête de me raconter ça et j'y vais, j'expérimente, je passe à l'action et je teste en fait. Et plus on va le faire, parce que moi aussi, hein, jamais, enfin ce soir d'ailleurs, je donne une session Bloom Dance ici à Bruxelles et avant, jamais j'aurais fait de la danse libre comme ça, tu vois, j'aurais voulu que tout soit parfait, que tout soit beau, tout soit chorégraphié. Et là, quand je me vois, parfois, j'ai l'impression de danser comme un singe, tu sais, pendant la session. Mais ça fait tellement du bien. Et je pense que plus on pratique comme tout, hein, mais plus eh bien, on se lâche aussi, on s'autorise, en fait. Ouais. Et ça a des répercussions sur d'autres aspects de notre vie où justement on ne s'autorise pas à se lâcher un peu la grappe ou à vivre un petit peu à contre-courant ou hors du cadre, où on est toujours aussi dans le jugement. Mais en fait, via peut-être la danse, peut-être que la danse, pour certaines personnes, c'est une porte d'entrée et que ça a derrière plein de répercussions sur d'autres aspects de notre vie, en fait. Donc, ça fait beaucoup de bien, franchement. Bon, après, c'est vrai que je ne suis pas très objective pour le coup sur ce sujet-là, mais bon. Non, mais tu as raison, parce que tu sais, parfois, enfin, moi, je le vois aussi, et même moi-même, hein, dans ma propre expérience personnelle, on peut passer des années, tu vois, à faire des thérapies, à essayer de comprendre, à analyser, à faire de la psychoanalyse, etc. Et en fait, quand tu danses, moi, j'ai vraiment, depuis que je pratique, mais en fait, comment dire, ça a invité le flow dans ma vie, mais dans tous les domaines, tu vois, je suis beaucoup plus, et même c'est les retours que j'ai aussi de mes clients, tu vois, c'est de dire, non, mais en fait, je prends les choses beaucoup moins, je m'agrippe moins, je laisse faire, je fais confiance, je lâche prise. C'est un mode de vie presque, tu vois, un état d'esprit. C'est ça. C'est magique en fait, vraiment, ouais. Bah, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans le yoga quand on parle de flow. Flow dans le yoga, c'est après le flow, c'est se laisser couler en fait aussi un petit peu par la vie. Et, euh, et je trouve que... Et j'ai un truc. Attends, parce que là j'ai un bug. Je voulais dire un truc sur ça, mais je pense que j'ai zappé. Je suis tellement dans mon truc. Bon, c'est pas grave, ça reviendra tout à l'heure. Ouais. Enfin bon, du coup, on a parlé un petit peu du rapport au corps, justement. Est-ce que, justement, te concernant, quel a été ton rapport à ton corps et à ta féminité? Est-ce que tu as eu des complexes dans la vie, des complexes physiques ou autres? Et si oui, comment as-tu réussi à les surmonter, à les accepter et à t'en libérer? Yes, bien sûr, je pense qu'on a tous vécu ça. Oui, moi, ça est vrai, ça a été. Alors, pendant mon adolescence, c'est vrai que moi, j'étais un vrai garçon manqué quand j'étais petite. Bon, je sais pourquoi, hein, mais et vraiment, j'avais du mal. Je me disais toujours, ah, j'aurais aimé être un mec, c'est quand même plus facile, même pour s'habiller. Enfin, tu vois, il y avait toute cette réflexion là derrière. Et donc, j'étais quand même pendant longtemps dans le rejet de ma part féminine aussi. En plus, moi, j'ai quand même vachement une dominante en yang, en énergie yang. Et donc, c'était un peu, je devais être la femme forte, je devais être l'indépendante, etc. Donc, il y avait ce côté-là. Euh, Après, physiquement parlant, mais quand j'étais jeune, j'étais vraiment très mince. On m'appelait le cure-dent ou le spaghetti. Enfin, tu vois, j'ai eu plein de... Et pourtant, je mangeais pour trois, hein. J'ai jamais eu aucun souci avec la nourriture. Mais donc, voilà, donc j'étais un peu complexée en effet par ce corps très, très mince, très maigre presque. Et puis, quand j'ai commencé à prendre la pilule, là, j'ai pris du poids et j'ai commencé à avoir des hanches, un peu plus de hanches, un peu plus de fesses. J'ai l'ossature assez large, enfin assez large, on s'entend bien. À l'époque, je trouvais que c'était assez large au niveau des hanches. Et je me souviens, pour te dire, je faisais des rêves où on me sciait les hanches, enfin des trucs, tu vois. Parce qu'on, voilà, tu vois, ouais, c'était vraiment des complexes qui étaient forts, mais que je n'exprimais pas encore une fois. Donc, je gardais tout en moi et donc, je me souviens que c'était assez complexe. Et en même temps, tu vois, j'ai à la fois ça et à la fois une autre facette de moi qui était plus dans le mode, bon, bah, je suis comme je suis et je m'en fous. Mais tu vois, je valsais souvent entre ces deux phases, en fait. Et là où ça a été très compliqué, c'est quand je suis vraiment tombée en hypothyroïdie où j'ai pris 12 kilos. Et là, ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai jamais eu aucun, je veux dire, souci de poids ou j'ai jamais fait attention, je me suis jamais pesée, tu vois, c'est vraiment pas quelque chose que moi j'ai rencontré en tout cas dans mon parcours
Par contre, quand j'ai commencé à prendre 12 kilos et je me voyais gonfler, même maintenant, je revois les anciennes vidéos. Alors maintenant, je prends ça avec beaucoup d'humour et de légèreté, mais je me souviens que c'était très, très compliqué pour moi. J'ai commencé à forcément essayer de cacher mon corps, à essayer de vraiment ouais, le cacher, quoi. Et finalement, je me suis dit, en fait, j'ai réussi à shifter ça, si tu veux, je me souviens très bien. Je me suis dit, mais en fait, je savais que j'étais en train de faire de la rétention d'eau et d'apprendre du gras parce que aussi j'étais chargée en métaux lourds. Et j'avais découvert que aussi le corps est absolument magique. C'est que pour éviter que les métaux se stockent dans les tissus, enfin les organes vitaux, les tissus, etc., eh bien, le corps stocke aussi pour pouvoir les mettre dans le gras, si tu veux. Enfin voilà, j'avais lu tout ça et j'en avais parlé avec mon thérapeute aussi à l'époque. Et là, j'ai réussi à vraiment, en fait, j'ai vraiment fait ce travail, si tu veux, de gratitude envers le corps, de reconnexion au corps. Et donc, par moi-même, j'ai commencé à voir quels sont les outils qui pouvaient m'aider à ça. Et donc, déjà, à me dire, mais en fait, merci à mon corps, parce que malgré les problèmes de santé que j'avais, ben, j'étais capable quand même de faire plein de choses et voilà, de pouvoir me déplacer, de pouvoir bouger, etc. Et j'ai commencé aussi à beaucoup revenir au contact du corps. Donc, si tu veux, je commençais vraiment à faire de l'automassage, à juste palper mon corps, à quand je prenais ma douche, la prendre en conscience, à vraiment ouais, reprendre contact avec lui et à... C'est comme si j'avais renoué, tu sais, un peu une histoire d'amour, en fait, à essayer de voir mon corps comme mon allié et plus comme mon ennemi. Et me dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour prendre soin de lui, pour l'aider, pour le soutenir dans cette guérison, puisque c'était ça que je traversais à ce moment-là. Et c'est vraiment encore une fois une question de perception toujours. Hein. Tu vois, j'ai vraiment petit à petit réussi à changer la relation et la perception, la vision que j'avais en fait de mon corps. Et, et encore, enfin voilà, mais là, je me sens très bien dans mon corps. Je sais qu'il y a encore, tu vois, voilà, il y a des jours où je me sens moins bien. Hein. Clairement, on est tous des êtres humains. Il y a des jours où je suis là, oh là là, j'ai un peu du ventre, j'ai un peu des fesses, voilà. Et je sais très bien que ça fait partie, voilà, du jeu aussi, où on ne peut pas tous les jours s'aimer à 100% non plus. Mais en tout cas, maintenant, tous les jours, et je le fais dans les séances aussi, tu sais, de Flow Energy et Bloom Dance, à la fin de la session, il y a toujours ce petit moment où on met les mains voilà, au niveau vraiment du corps et on vient remercier le corps. Quoi. Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'un corps fait en une journée. Enfin, non-stop, en fait. On est en train de faire plein de choses en même temps. Pendant qu'il est en train de cicatriser une plaie, on est en train de réfléchir, de cuisiner. Enfin, voilà. C'est des bêtes exemples que je donne là, mais c'est vraiment de prendre conscience et surtout là d'avoir étudié encore plus en profondeur le fonctionnement du corps, le fonctionnement de l'énergie, le fonctionnement du système nerveux, du nerf vague, enfin de tout ça, je me suis dit waouh, en fait, c'est hallucinant en fait. Mais on est tellement déconnecté du corps et moi je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est de revenir dans les sensations, de revenir dans les ressentis, de faire ce travail de libération émotionnelle finalement, de me dire waouh, en fait, mon corps il avait stocké tout ça parce que je l'exprimais pas. Enfin, tu vois, tout ça, en tout cas, ça m'a vraiment aidé ouais, à trouver une relation vraiment saine avec lui. Donc voilà un petit peu le parcours. Ouais, c'est un beau parcours et effectivement, on ne se rend pas compte à quel point le corps, il y a aussi plein de mécanismes inconscients, donc forcément dont on n'a pas conscience, que le corps réalise à chaque seconde et millième de seconde et qui nous puise aussi de l'énergie. Et donc, c'est important aussi de le nourrir, même quand on pense ne pas être productive et qu'on n'a pas le droit de se nourrir parce qu'on n'a pas dépensé. Je fais référence à tout ce passif de troubles du comportement alimentaire. Je sais qu'il y a pas mal de femmes qui nous écoutent, qui l'ont traversé, qui le traversent encore. Mais on ne sait pas à quel point le corps, il puise de l'énergie à chaque seconde, en fait. Et donc, d'en prendre soin. Et après, c'est aussi important avec tout le mouvement du body positif que l'on entend, ce que tu viens de dire également sur le fait que aimer son corps et accepter son corps, ça ne veut pas dire être tous les jours 100% amoureuse de son corps. On a le droit aussi, et c'est normal, de passer par des phases où il y a des choses qu'on aime moins ce jour-là, on trouve qu'on a plus de ventre à ce moment-là, parce qu'encore une fois, ça peut être une question de perception, mais c'est aussi factuel. Peut-être que par rapport à notre phase du cycle, on a aussi plus de rétention d'eau. Donc le corps aussi, il fluctue clairement, il évolue en fonction des jours, des mois. Donc c'est normal de voir ces différentes évolutions et que des fois, ne pas accepter son corps, ou en tout cas le trouver
en être moins amoureuse à quelques instants, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas et on ne doit pas non plus se sentir coupable en se disant bah, c'est bon, c'est foutu, ça y est, je repars dans une spirale infernale parce que là, finalement, j'aime plus mes hanches, quoi. Non, ça, c'est normal, c'est comme les énergies dont on parlait au début de l'épisode. Il y a des jours avec, il y a des jours où c'est un peu plus down et c'est comme ça aussi, quoi. Ouais, c'est intéressant cette notion, encore une fois, d'impermanence, comme tu dis. Et moi, je pense que c'est ça, et tu vois, j'en parle beaucoup dans mon livre aussi qui sort bientôt, parce que vraiment cette notion de se dire rien n'est permanent. Et moi, c'est ça aussi qui m'a aidé à accepter mon corps, tu sais, parce qu'avant les règles, on le vit toutes, on gonfle un petit peu, tu vois, on fait un petit peu rétention d'eau, etc. Et en fait, c'est de se dire, bon, ben mon corps fonctionne, enfin, je veux dire, c'est OK. Et c'est comme les cycles, les saisons, voilà, les cycles. De la lune, etc. Eh bien, voilà, on est cyclique. Et je pense que ça aide aussi d'accepter cette impermanence, en fait, du corps. Et aussi, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, je rajoute ça, c'est, tu vois, en fait, on est toujours bloqué là-haut dans le mental, dans les pensées, dans le contrôle, etc. Et de revenir, de faire confiance au corps, en fait, de vraiment, parce que le corps, il sait. Et le corps, les manifestations qu'il nous propose, j'ai envie de dire, ne sont jamais anodines. Ça ne vient pas comme ça par hasard, en fait. Le corps nous parle, le corps communique avec nous, en fait. Et je trouve ça vachement beau, en fait, quand on prend conscience de ça, de plus être contre son corps, mais de vraiment être à l'écoute de lui. Et de se dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il a à me partager là aujourd'hui, en fait. Et peut-être que si aujourd'hui je suis épuisée, que j'ai envie de rien faire, que je suis fatiguée, peut-être qu'il est juste en train de me dire, repose-toi un peu, prends du temps pour toi. Et plus on est à l'écoute de ça, plus on tisse une relation, je trouve, qui est vraiment harmonieuse aussi avec le corps. Absolument. Alors, j'ai une très bonne nouvelle parce que je viens de me souvenir de mon trou de mémoire. Ça va commencer très bien sur le podcast, hein, c'est incroyable. J'ai tellement d'idées qui fusent à droite à gauche quand je vous écoute en tant qu'invité et je les note pas forcément parce que j'ai envie de rester concentrée, qu'après, bah, ça part. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est revenu. En fait, je voulais juste rajouter, quand tu parlais un peu de flow dans la danse, etc., cette notion de état méditatif. Parce que souvent, on dit la méditation, il faut faire la méditation, enfin, il faudrait en faire, ça fait du bien, et la pleine conscience, etc. Encore une fois, c'est beaucoup de il faut, et il y a plein de personnes, concrètement, elles disent, mais je ne sais pas méditer, je n'ai pas envie de méditer, j'ai pas envie de rester assise à rien faire, c'est pas moi, en fait. Et c'est complètement compréhensible, et je pense que moi, j'ai aussi beaucoup de mal à méditer tel qu'on le voit et on l'entend souvent. Mais moi, ce que j'aime bien voir un peu comme l'activité sportive, je la vois plus, enfin le sport, je le vois plus comme quelque chose où on transpire, on se fait mal, mais plutôt comme une mise en mouvement. Et bien la méditation, je le vois plus comme un état de flow à atteindre. Et donc cet état de flow, il s'atteint de manière complètement différente et diverse et variée en fonction des personnes. Et donc la danse, tout comme le yoga ou une lecture ou du tricot, je sais quoi, ça peut être des activités méditatives si c'est des activités dans lesquelles vous vous sentez en fait complètement coupé de la réalité et du monde extérieur, un peu dans un autre monde. Et bien en fait c'est ça aussi, être dans un état de flow et finalement faire la méditation, c'est ça en fait, être dans un état méditatif. Et ce n'est pas forcément rester assise dans une salle, les bras croisés, à écouter une voix, par exemple. Ça peut passer par là pour les personnes qui apprécient, mais ce n'est pas forcément ça. Et la danse, pour le coup, moi, je sais que ça fait ça. Moi, je sais que je ne pratique pas la méditation telle qu'on pourrait l'entendre tous les jours. Par contre, la danse, c'est clairement des moments dans ma semaine dans lesquels je suis mais en total état méditatif pendant plusieurs heures, quoi. Et ça fait un énorme bien. Ben écoute, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que je suis très en résonance avec ce que tu partages là, en effet. Et j'en parle aussi beaucoup en disant, voilà, c'est pas fait pour tout le monde hein, de méditer en posture assise. Et j'explique dans mon livre, tu sais que, en fait, moi, je sais que quand je médite comme ça en posture assise, je canalise en fait. Donc, en fait, il faut que j'ai un carnet à côté de moi et j'écrive tout ce qui me passe par la tête. Et en effet, on peut méditer en marchant en pleine forêt, on peut méditer en dansant. En fait, il y a tellement de manières de, finalement, ouais, la méditation, c'est contempler, tu vois, c'est être en présence. Et je trouve que, enfin, moi, c'est comme toi, hein, c'est vraiment quand je danse et quand je marche en forêt, c'est vraiment les deux axes principaux où j'arrive complètement à laisser le flow se faire sans m'agripper à mes pensées, quoi. Mmh. Alors, si on continue, je reprends une phrase que tu as mentionnée, je pense peut-être sur ton site, je ne sais plus où est-ce que je l'ai prise. Bref, je te cite. Je savoure cette merveilleuse vie en profitant de chaque cadeau qui m'est envoyé.
Alors finalement, quelle serait selon toi la démarche idéale à suivre pour pouvoir profiter justement de chaque minute de la vie comme étant un cadeau, comme tu le dis? Parce que concrètement, on est toutes rattrapées par notre quotidien et comment tu fais? Quel est ton secret? Yes. Alors, encore une fois, juste pour préciser, bon, on est tous différents, hein, donc ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour d'autres, hein, mais en tout cas, je vais partager avec grand plaisir. Moi, je sais que je suis très en conscience. Encore une fois, c'est que la connexion à mon corps qui fait que j'arrive à chaque fois à, tu vois, revenir dès que je sens que je suis dans de la lutte ou dans quelque chose de il faut, je dois, je reviens dans est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça me résonne? Est-ce que ça pétille? Est-ce que ça me parle ou pas? Et j'essaye en tout cas, je fais de mon mieux pour vraiment m'écouter à chaque instant. Mais s'écouter, c'est facile. Moi, j'ai toujours s'écouter, c'est facile. Tu vois, on entend, voilà. Mais c'est respecter ce qu'on a entendu. Absolument. Voilà. Et réellement accepter sans derrière se culpabiliser. Exactement. Tu vois, donc c'est un peu cette combinaison de tous ces ingrédients. Et ça, j'observe vraiment de plus en plus que je m'autorise ça et c'est génial, quoi. Vraiment, c'est génial de plus être dans je vois le petit bonhomme avec le petit bâton derrière qui est là. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Et de vraiment se dire, bon, ben là, est-ce que j'ai envie ou non? J'ai envie, je le fais, j'ai pas envie, je le fais pas. Alors évidemment, tu vas me dire, quand je vais faire ma compta, j'ai pas envie, mais je la fais quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est au maximum vraiment s'écouter et de respecter ce qu'on fait et de le faire avec, comme tu dis, sans culpabiliser, sans s'en vouloir et de vraiment accepter pleinement. Et je pense que c'est cette connexion-là, cette écoute de soi et de passer par les ressentis. Moi, je sais que c'est vraiment ça, de vraiment au maximum lâcher le mental, qui n'est pas le diable, hein, parce que souvent on le diabolise un peu, on a besoin de lui aussi. Mais en tout cas, de vraiment à chaque instant être connecté. Et je vois même, tu vois, là, j'ai une image flash de l'enfant intérieur finalement, tu vois, de l'enfant, de l'âme, de qu'est-ce qui vibre vraiment en fait. Donc voilà, je dirais que c'est de cette manière-là. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. C'est très clair. Après, c'est toujours effectivement plus compliqué des fois à mettre en œuvre. Oui. Parce que, comme tu le disais, il y a l'étape de apprendre à s'écouter, il y a l'étape d'appliquer ce que l'on écoute. Et après, il y a l'étape quand j'applique ce que j'écoute, je l'applique vraiment et je suis en totale acceptation avec ce que je fais et pas en discordance en fait. Et derrière, pour finalement culpabiliser et le lendemain, rattraper tout ce qu'on n'a pas fait la veille parce qu'on s'était écouté. Donc voilà, c'est toujours des chemins qui ne sont pas forcément très simples, mais toujours inspirants à entendre. Et ça se fait petit à petit et par des petites choses parfois. Des fois, ça vient vraiment pas, ça ne demande pas forcément de bouleverser sa vie, mais des petites choses peut-être qui nous paraissent anodines, mais qui sont toujours, c'est par effet cumulé, des choses en plus dans notre journée qu'on fait pas forcément avec envie, mais qu'on fait quand même parce que c'est marqué sur notre to-do list. Et donc, comment ça se passerait si cette petite chose-là, peut-être anodine, et ben finalement, si j'ai pas envie de la faire, je la fais pas. On passe par là. Et ça peut passer par il fallait que je fasse un coup de balai dans ma maison, je l'ai pas fait, ok. Comment je me sens de ne pas l'avoir fait ensuite? Voilà, c'est tout ça. Et puis, le Ouais, lendemain, ce sera peut-être autre chose. yes. Mais l'effet cumulé Oui, est important. ouais, et puis faire vraiment de son mieux. Tu vois, moi, je mets beaucoup le mot douceur, c'est mon mot de l'année de toute façon, mais vraiment de se dire si on retombe dans le vieux travers ou dans, tu vois, je me suis pas écoutée. Enfin, moi, ça m'est encore arrivé il y a 3 semaines, tu vois, où j'ai bossé comme une dingue en me disant, je pars en vacances, il faut que je termine tout ce que. Et en fait, j'ai pas réussi à terminer. J'étais dans un état déplorable et je me suis dit, ben zut, alors j'ai recommencé mon vieux schéma. Et en fait, j'ai mis de l'humour, tu vois. Je pense qu'il faut mettre beaucoup d'humour, beaucoup, et se dire, c'est pas grave, en fait. On n'est pas là pour être parfait. Et vraiment, c'est pas grave si on est retombé, si on a recommencé, si on s'est pas écouté. Eh bien, on fait de notre mieux à chaque instant. Et puis, ben, la prochaine fois, on sera plus en conscience et c'est OK, quoi. Et comme tu disais, c'est pas grave si on n'est pas parfait. Et même pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient peut-être dans une approche ou qui font un métier dans le bien-être justement et dans la santé, je pense que les personnes qui nous écoutent, c'est le cas. Et on se met des fois aussi une telle pression à vouloir être parfait parce qu'on est censé être le modèle. Alors sans vouloir nous jeter des fleurs, hein, mais moi encore une fois, là, pour être complètement transparente, une petite demi-heure avant qu'on enregistre ensemble, j'ai craqué, j'ai pleuré. Pour encore une fois, une raison un effet cumulé, comme là, une énergie qui était plus basse. Et en fait, c'est parce que j'étais désemparée. En fait, je me suis dit, mais tu te sens pas bien, il n'y a pas de raison. Et en plus, tu es censé
renvoyer une image d'une personne avec un équilibre de vie parfait, qui vient toujours bien parce qu'elle fait tous ses protocoles, etc. Et c'est pas vrai, en fait. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Je reste avant tout une femme et un être humain, que je sois praticienne ou pas praticienne. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis jamais que je suis naturopathe. Je dis toujours que je suis Alexandra et que j'exerce en tant que naturopathe. Ça marche beaucoup de se dissocier déjà aussi de nos étiquettes, je pense. Et de se dire, bah, on n'a pas besoin d'être parfait, ni en tant que cliente, ni en tant que professionnelle de la santé ou du bien-être. Et on a le droit, effectivement, on a le droit, en fait, de vivre tout simplement nos hauts et nos bas. Ouais. Du coup, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de ton rapport à ton corps. Tu disais que, voilà, que tu chouchoutais davantage ton corps, tu en prenais soin. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous partager quelques éléments qui te permettent d'honorer ton corps de femme? Yes. Je dirais que, bon, je vais d'office dire le mouvement, parce que vraiment, le fait de reconnecter, tu vois, par des mouvements plus sensuels. Je crois que toi, avec la pole dance, tu dois aussi beaucoup être connecté à ça. Mais vraiment, moi, je me souviens que quand j'ai entamé ce processus de reconnexion à mon énergie féminine, au féminin, je me suis vraiment dit, bon, go, on va mettre Shakira et on va faire ça, on va danser avec vraiment des mouvements de bassin, des mouvements, tu vois, très en conscience. Ça m'a énormément aidée. Et encore maintenant, quand je donne le flow du féminin sacré, c'est assez puissant ce qui se passe parce qu'à travers le mouvement, de vraiment se reconnecter au corps, de vraiment être en conscience, tu vois, de cette sensualité, de tout ça. Je trouve ça vraiment très beau. Donc ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais osé faire avant, tu vois, vraiment. Et j'avais le bassin très bloqué, finalement, aussi. Donc voilà, ça, c'est une première chose. Ensuite, je pense que déjà, une autre chose, tu vois, j'allais dire, je me vois dans un bain, mais ça, on le dira après. Aussi, le fait simplement d'accueillir et de vivre les émotions, pour moi, c'est vraiment prendre soin aussi de soi et tu vois, de vraiment aller au contact de ça. Parce que souvent, tu vois, on parle beaucoup de prendre soin de soi. Ah, je me badigeonne d'huile, je prends soin de mon corps, etc. Mais je pense vraiment qu'il y a plein de manières de prendre soin de soi, évidemment, mais vraiment là, vraiment venir au contact, oui, de ce qu'on ressent et de vraiment être à l'écoute de soi, encore une fois. Et puis, pour le moment, je t'avoue que je parle de bain parce que, voilà, pour le moment, c'est vraiment mon petit rituel. Bon, c'est pas très écolo, mais voilà, je prends des bains, je mets des petites bougies, tu vois, et je m'autorise à juste être là dans mon bain, quoi. Donc, je prends pas de livre, mais juste ce moment où je suis avec moi, en fait, et où simplement je profite, quoi. Donc voilà. Et alors aussi, dernier petit truc, j'ai recommencé à cuisiner. Tu vois, et de vraiment remettre du plaisir aussi dans des petits plats que je fais pour moi, en fait. Et tu vois, je suis restée célibataire pendant 3 ans et c'est vrai que je me suis coupée de ça aussi. Pourtant, j'adorais cuisiner, mais en me disant, bah, je ne veux pas cuisiner juste pour moi, en fait. Et, euh, et en fait, bon, là, tu vas me dire, maintenant, je suis à nouveau en relation, donc je ne sais pas si c'est ça qui a réactivé ça, mais même là, je vis toujours seule. Et ça est vraiment revenu me titiller où je me suis dit, mais en fait, même si je suis seule, je veux dire, chez moi, là, je vais me cuisiner des bons petits plats pour moi, en fait. Donc voilà, c'est aussi une manière, on va dire, de m'apporter tout ça, quoi. Oui, parce qu'il y a le plaisir de cuisiner pour l'autre, mais c'est important aussi de garder ce plaisir de se nourrir soi. Ouais, complètement, Ouais, complètement. C'est trop important, quoi. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. ouais, tout à fait. Alors, on va terminer ce podcast par quelques petites questions rituelles que j'aime beaucoup poser à mes invités. Alors, tu en as déjà peut-être parlé, peut-être que c'est peut-être un peu redondant, tu me diras. Est-ce que tu as une routine aujourd'hui actuelle qui te permet de te sentir bien, là, en ce moment, une routine, qu'elle soit matinale, nocturne ou des gestes quotidiens que tu as l'habitude de faire? Alors, je dirais qu'en ce moment, j'aime beaucoup, tu vois, mettre des bougies partout parce qu'en fait, je sais pas où est-ce que tu habites, mais en Belgique, c'est horrible la météo en ce moment, c'est un dôme de gris. Donc, j'aime bien voilà, créer vraiment, au lieu de me dire, ah, c'est horrible ce temps, etc., c'est me dire comment je peux créer ce cocon-là
et vraiment de mettre des bougies, etc. Et alors moi, je fais vraiment, si tu veux, moi, je suis plutôt du soir. Je suis plutôt un oiseau de nuit. Et donc, le soir, j'aime bien prendre ce petit moment où je vais faire un peu de yin yoga ou de flow ou d'être simplement présente. Mais c'est plutôt le soir que je fais ça en ce moment. Et un autre rituel, c'est vraiment, bah, de toute façon, marcher en forêt, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi en ce moment qui est très, très important. C'est vraiment d'être connecté à la nature parce que, ben, en plus, je me sens plus vraiment en accord avec l'environnement dans lequel je suis, qui est la ville. Et donc, je fais tout ce que je peux, en tout cas, pour aller au maximum, ouais, au contact de la nature, marcher, m'arrêter un instant, tu vois, et juste profiter de ces belles énergies, quoi. Mmh. Pour les personnes qui s'intéressent un petit peu à ces notions-là d'énergie, de d'ions aussi, on dit souvent que les bains de forêt ou les promenades au bord de mer, pour les personnes qui ont l'opportunité de le faire en tout cas, ça nous permet de nous recharger en ions négatifs alors qu'on est, de par notre quotidien, plongé dans trop d'ions positifs de par les ondes électromagnétiques et toutes les ondes et les pollutions d'ondes que l'on peut avoir, nos Wi-Fi, nos téléphones, nos ordinateurs, etc. Et du coup, on est souvent déconnecté de ça. Normalement, on peut se reconnecter aussi en marchant pieds nus dans la terre, le gazon. Si vous avez ne serait-ce qu'un petit bout de jardin chez vous, même si vous êtes dans une maison en ville, ou de marcher pieds nus, ça permet, alors c'est vrai qu'il fait un peu froid en ce moment, mais ça permet de se recharger un peu et d'évacuer surtout, se reconnecter à la terre comme on le fait. Il y a la terre au niveau de nos prises en fait pour évacuer. Nous, on ne peut pas le faire parce qu'on est toujours en chaussures, en chaussons, sur du bitume. Or, c'est via cette connexion à la terre, comme nous sommes des vraies plantes en fait, on est des êtres vivants, on est des plantes, des arbres, on a besoin d'être enracinés. Et donc, ça permet effectivement, et c'est ça que je comprends, je pense, ta notion de j'ai besoin de me recharger via un peu des bains de forêt, ça te permet en tout cas d'évacuer ces ions positifs. Et donc, voilà, les personnes qui sont en ville, dans des parcs au minimum, si vous pouvez, ou alors l'occasion d'un week-end de partir. C'est pas forcément tous les jours, encore une fois, hein, la perfection, il n'y a pas de perfection, mais en tout cas, ayez en tête que ce sont des instants de la vie qui sont importants et donc peut-être certains week-ends par-ci, par-là, en vacances, en profiter pour faire ce genre de petits rituels. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle différence il y a entre la Élodie d'il y a 3 ans et la Élodie du présent? Alors, il y a 3 ans, c'est intéressant. Oui, clairement, il y a eu beaucoup de transformations. En plus, j'ai l'impression que pour le moment, c'est tellement rapide, les transformations se font à une vitesse folle. En gros, je dirais clairement que il y a 3 ans, je m'écoutais pas encore assez, quoi. Vraiment, je faisais les choses parce qu'il fallait les faire, parce que c'était bien, parce que c'est ce qu'on attendait de moi. Et qu'aujourd'hui, je pense que profondément, vraiment, je m'écoute. C'est pas encore du tout à 100%, mais en tout cas, je fais de mon mieux pour m'écouter et suivre vraiment mes envies et ce qui m'anime. Et même si je pense qu'avant, j'avais encore fort peur du regard des autres et qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller là où j'ai vraiment envie d'aller. Et peu importe, en fait, juste de faire ce qui m'anime et d'assumer pleinement qui je suis aussi, je pense. C'est vraiment ça la différence. Et je pense qu'aujourd'hui, je me réautorise beaucoup plus qu'il y a 3 ans le plaisir de vraiment prendre du temps pour moi, de m'offrir, d'accepter de recevoir aussi des choses qui étaient très bloquées il y a 3 ans encore. Et donc voilà, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Déjà pas mal du tout. Alors, j'ai une avant-dernière question. C'est vrai qu'habituellement, j'aime bien demander les conseils que tu pourrais partager à nos auditrices, mais là, je vais changer un petit peu la question. Donc, c'est une question un peu surprise. Est-ce que toi, tu aurais une question à poser à nos auditrices? Une question à poser aux auditrices. Ah, ben dis donc, là, tu me surprends. Surprise. Surprise. Eh bien, la question qui me vient intuitivement, bon, écoute, je partage, hein, je fais confiance à mon intuition, c'est qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? En fait, j'ai vraiment envie d'inviter, encore une fois, à aller dans les ressentis, tu vois, et de vraiment vous poser cette question de comment vous sentez. Parce que souvent, on dit comment ça va? Et je trouve que vraiment d'aller plus en profondeur et simplement prendre un instant pour voir comment vous vous sentez, en fait. Ok. Et moi, j'aurais une deuxième question. Qu'est-ce que vous attendez pour tester la danse? Yes. Qu'est-ce qui vous freine? Là maintenant, après avoir écouté, vous débranchez vos écouteurs, vous mettez éventuellement de la musique, peut-être un petit bandeau sur les yeux et lâchez-vous pendant quelques secondes déjà.
juste quelques secondes, inviter le mouvement dans vos bras et dans vos jambes. Dans votre... Tellement. En plus, souvent, les peurs, elles sont illusoires, hein. La peur, on est quand même rarement face à un vrai danger, hein. On est tout le temps dans des peurs qui sont illusoires, qu'on se crée nous-mêmes. Donc, juste go, quoi. Surtout que si vous êtes toute seule dans une salle et qu'il n'y a même personne pour vous regarder, en fait, il y a... Alors, c'est facile à dire comme ça, mais il n'y a absolument finalement aucun danger vital en jeu. Donc, allez-y, juste testez. Et vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Yes. Est-ce que tu aurais des lectures, enfin des ressources, lectures, vidéos, podcasts à coup de cœur un petit peu à nous conseiller pour un peu enrichir notre bibliothèque? Yes. Ben, écoute, j'ai une liste de 200, non, je rigole, de 200 bouquins. Non, mais bon, moi, j'aime beaucoup la philosophie de Frank Lobvet, qui a une philosophie justement qui nous ramène à la vie en fait, qu'on est, tu sais, c'est le développement de la spiritualité et du dev perso en ce moment qui est fulgurante et beaucoup de personnes en fait sont complètement désancrées et oublient qu'on est des êtres humains aussi et qu'on est là pour vivre notre vie aussi d'être humain et j'aime beaucoup son approche en fait qui nous ramène, qui nous enracine à nouveau. Donc voilà, il y a ces différents livres, je crois que son dernier c'est Ton autre vie. Ensuite, je viens de découvrir, je l'ai dévoré hier, le livre de Clélia Félix qui est Vibration aux éditions Jouvence, qui est superbe aussi, je trouve, au niveau des énergies, des vibrations, etc. C'est vraiment un très beau livre. Les incontournables, je dirais qu'il y a évidemment Les 5 blessures de Lise Bourbeau, qui pour moi est vraiment un outil que j'utilise énormément dans mon approche aussi, le travail des 5 blessures. Et puis, j'aime beaucoup aussi Le pouvoir de l'accueil de Nasrin Reza, qui est absolument magnifique parce que encore une fois, elle est dans cette vision, dans cette perception d'accueillir les choses en fait. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. Écoute, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en partager plein. Mais déjà, ceux-là, c'est vraiment des livres coup de cœur. Ouais. Écoute, je te remercie. Je mettrai tous les liens dans l'article lié à l'épisode si vous voulez y jeter un petit coup d'œil pour enrichir votre bibliothèque. Eh bien, écoute, je te remercie énormément, Élodie, d'avoir passé ce moment en ma compagnie et d'avoir partagé ton intimité également, ta passion pour la danse et tous tes précieux conseils. Et pour les personnes qui aimeraient aller un peu plus loin, découvrir éventuellement tes 2 programmes sur la danse et ton univers encore plus en profondeur, où est-ce que nous pourrions les rediriger? Mais écoute, de toute façon, il y a mon site internet, hein, elodieleclerc.com, il y a la page Facebook et il y a le compte Instagram aussi. Si vous tapez Élodie Leclerc, normalement, vous trouvez assez facilement. Et puis, il y a la chaîne YouTube aussi qui est aussi à mon nom. Voilà, j'ai tout mis à mon nom pour pouvoir exprimer tout ce que je veux. C'est plus facile. Donc, voilà. Et du coup, tu disais que ce soir, tu avais un événement Bloom Dance. Oui. C'est physique, c'est un événement physique pour le coup? Ouais. Pour le coup, c'est physique, donc je donne une session par mois ici à Bruxelles, en fait. Ouais, une session Bloom Dance par mois à Bruxelles et une session en ligne aussi par mois pour que voilà, ceux qui habitent pas tout près puissent aussi profiter, quoi. D'accord. Et du coup, en quoi ça consiste une session physique, là, comme tu vas faire ce soir? Ben, en gros, ça dure environ 2 heures. Et en gros, si tu veux, il y a toujours un cercle de partage. Je prends toujours le temps d'accueillir les participantes, etc. Et puis, j'explique un petit peu la session. Et en fait, la session Bloom Dance, il y a 3 phases, on va dire. Il y a une première phase où je guide vraiment avec des mouvements. Et on traverse les 4 éléments. Et ensuite, on passe par le corps dans tous ses états, j'ai appelé ça, où là, en fait, on va vraiment explorer différentes sensations. Par exemple, j'invite à être de la pâte à gâteau, puis à être super rigide, puis à faire comme si on était en apesanteur. Enfin bref, on explore un petit peu tout ça. Et puis, tu as toute la partie de danse libre, où là, on traverse plein de rythmes différents, plein d'émotions, etc. Et on laisse faire le corps. Et après, on revient à une petite session de pleine conscience et on clôture, si tu veux, la session par un cercle de partage à nouveau. Donc, c'est vraiment un petit moment cocooning. Et je fais ça souvent le soir parce que j'aime bien, tu vois, il y a une petite ambiance aussi un petit peu nocturne. Et là, en plus, avec la pleine lune, je pense que ça va être intéressant. Au niveau des émotions, là, ça risque. Heureusement que je ne suis pas parce que sinon, ça aurait été, je pense, incroyablement incroyable. Voilà. Nos amis belges, si vous voulez faire découvrir des sessions en physique, vous n'avez qu'à on réserve sa séance ou sa place sur ton site, c'est ça?
Oui, sur mon site, il y a toutes les infos pour réserver. Merci à toi en tout cas. Je t'en prie. Mais écoute, je te souhaite une très très belle continuation et puis Toi peut-être aussi. à bientôt. Qui sait? Et oui, avec plaisir. Merci à toi encore pour l'invitation. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que mon échange avec Elodie aura éveillé certaines prises de conscience en toi, notamment sur ta relation à ton corps, ta notion de vivre pleinement la vie et peut-être t'aura donné envie de prendre goût et de découvrir la beauté de la danse. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Elodie. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées à l'écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Si le sujet du jour t'a plu, je t'invite 1. À t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. À rejoindre la communauté Hygiène de vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet. Et 3. À le partager à une amie via les SMS, mails, WhatsApp ou encore juste grâce à ta voix, puis à faire une copie de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @AlexandraPortailNaturo et en mentionnant le compte d'Elodie @ElodieLeclerc pour que nous puissions te repartager et te remercier en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!